New Delhi, 4 juillet 1991. Un convoi de véhicules blindés se déplace dans l'obscurité d'avant l'aube vers l'aéroport international Indira Gandhi. À l'intérieur, des caisses scellées contenant 47 tonnes d'or, les réserves souveraines de la République de l'Inde, sont chargées à bord d'avions cargo à destination de Londres. L'Inde est à 2 semaines de faire défaut sur sa dette extérieure. Le pays dispose de moins de 1,2 milliard de dollars de réserves, ce qui ne suffit pas à couvrir 3 semaines d'importation. L'Union soviétique, le plus grand partenaire commercial de l'Inde, s'est effondrée. La guerre du Golfe a fait flamber les prix du pétrole. Moody's a dégradé la dette indienne à 2 reprises. L'or sert de garantie. L'Inde met en gage son trésor national auprès de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon en échange de 405 millions de dollars en devises étrangères d'urgence. Imaginez maintenant ceci. Ankara, mars 2026. La Banque centrale turque déplace 58 tonnes d'or en 2 semaines. Une partie est vendue directement, une autre est mise en gage comme garantie dans des accords de swap avec des banques internationales à Londres. La Turquie importe 90% de son pétrole et 98% de son gaz naturel. Le détroit d'Ormuz est fermé, les prix de l'énergie ont doublé, la livre turque est en chute libre. Et maintenant, Caracas 2019. Le Venezuela a mis de l'or en gage auprès de la Deutsche Bank et de Citibank pour obtenir des prêts d'urgence. Le pays ne peut pas effectuer le remboursement. La Deutsche Bank confisque 20 tonnes. Citibank prend 1,1 milliard de dollars en or. L'or est perdu à jamais. 3 pays, 3 crises, le même acte de désespoir. Et chacun d'eux prouve la même vérité inconfortable. L'or est l'actif que vous mettez en gage parce que c'est la chose la plus précieuse que vous possédez. Personne ne vous accorde un prêt d'urgence garanti par votre vieux vélo. Ce qui m'empêche de dormir, c'est le fait que l'or serve de garantie. Que toutes les grandes banques du monde prêtent sur sa base. C'est la preuve la plus irréfutable que l'or a une valeur réelle. Si ce n'était pas le cas, personne ne l'accepterait comme garantie. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui s'est passé dans chacun de ces 3 cas. Qui a autorisé le nantissement, ce qu'ils ont reçu, s'ils ont récupéré l'or, et ce que cela signifie pour quiconque possède de l'or physique. Aujourd'hui, suivez-moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est de l'histoire, pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Le schéma est simple. Un pays manque de devises étrangères. Il ne peut pas emprunter sur les marchés internationaux parce que son crédit est au plus bas. Il possède un actif que toutes les banques du monde accepteront. L'or. Il met l'or en gage, obtient des liquidités et espère pouvoir rembourser avant que l'or ne soit perdu. Parfois ça marche, parfois non. La différence entre les deux est la leçon la plus importante de cette vidéo. Numéro 1. Inde, 1991. Voici ce qui est stupéfiant. L'Inde n'a pas mis son or en gage une seule fois. Elle l'a fait 2 fois lors de la même crise. La première tranche a eu lieu en mai 1991, sous le gouvernement intérimaire du Premier ministre Chandra Shekhar. L'Inde a mis en gage 20 tonnes d'or confisquées, non pas les réserves de la Banque centrale, mais de l'or saisi auprès de contrebandiers et d'évadeurs fiscaux, auprès de l'Union de banques suisses. L'accord a été structuré comme une vente, avec une option de rachat avec un intérêt de 6%. 4 expéditions ont été effectuées en mai, rapportant environ 200 millions de dollars, mais cela n'a pas suffi alors que la crise s'aggravait. La roupie s'effondrait et les réserves de change diminuaient de jour en jour. La deuxième tranche a été autorisée après que P.V. Narasimha Rao est devenu Premier ministre le 21 juin et Manmohan Singh, ministre des Finances, le 24 juin. La Banque de réserve de l'Inde a mis en gage 47 tonnes de son propre or auprès de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon. Les deux ont exigé un transfert physique. Et 4 expéditions sont parties par avion à partir du 4 juillet. Cela a permis de lever un total de 405 millions de dollars pour les 2 tranches. 67 tonnes ont été mises en gage, ce qui a rapporté environ 600 millions de dollars. La révélation a provoqué un séisme politique. Mettre de l'or en gage était perçu comme une humiliation nationale. Un pays de près de 900 millions d'habitants mettant ses bijoux en gage pour survivre. Les leaders de l'opposition ont qualifié cela de trahison et le public était indigné, mais voici ce qui s'est passé ensuite. L'Inde a remboursé les prêts en quelques mois. Entre septembre et novembre 1991, chaque once est revenue. La crise a catalysé les réformes de 1991. Libéralisation, privatisation, mondialisation. Celles-ci ont transformé l'Inde d'une économie fermée en un moteur de croissance. Puis la boucle a été bouclée.
En novembre 2009, la Banque de réserve de l'Inde a acheté 200 tonnes d'or au Fonds monétaire international pour 6,7 milliards de dollars. Le pays qui avait mis son or en gage, par désespoir, 18 ans plus tôt, était désormais l'un des plus grands acheteurs souverains d'or au monde. Le cas de l'Inde est une réussite. Elle a mis l'or en gage, l'a récupéré et a utilisé la crise pour se réformer. Mais tous les pays ne connaissent pas une telle fin. Numéro 2, Turquie 2026. La Turquie a l'habitude d'utiliser l'or comme un distributeur automatique d'urgence. Pendant la crise de la livre turque en 2018, pendant le Covid en 2020, pendant la crise du tremblement de terre et de l'inflation en 2023, lorsqu'elle a vendu 159 tonnes via la Borsa Istanbul. La Banque centrale constitue des réserves d'or quand les temps sont bons et les liquide quand les temps sont difficiles. L'épisode de mars 2026 a été déclenché par la guerre. Le conflit américano-iranien a fait passer le pétrole au-delà de 100 $ le baril. La Turquie importe la quasi-totalité de son énergie et la livre turque était sous forte pression. En 2 semaines, la Turquie a déplacé environ 58 tonnes d'or d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars. Environ 22 tonnes ont été vendues directement et 34 à 36 tonnes ont été utilisées dans des accords de swap or contre devise, structurés comme des ventes au comptant avec des contrats de rachat à terme. Les contreparties étaient des banques d'investissement internationales, opérant sur le marché de gré à gré de l'ombre. La Turquie avait déposé environ 111 tonnes auprès de la Banque d'Angleterre, permettant des opérations rapides sans transport transfrontalier. La baisse hebdomadaire d'environ 50 tonnes a été la plus forte diminution en une seule semaine des réserves d'or de la Turquie depuis au moins 2013. Et voici la question gênante à laquelle personne à Ankara ne veut répondre. Si les prix de l'énergie restent au-dessus de 100 $ et que la guerre persiste, la Turquie peut-elle se permettre de racheter l'or qu'elle a mis en gage ? Les accords de swap sont techniquement des prêts garantis. L'or appartient légalement à la contrepartie jusqu'à ce qu'il soit racheté. Si la Turquie ne peut pas rembourser, l'or reste aux banques pour toujours. Un consultant financier, nommé Laurent Lecure, a parfaitement saisi l'ironie. La Turquie a passé des années à accumuler agressivement de l'or pour réduire sa dépendance au dollar, puis a mis en gage ce même or comme garantie pour emprunter des dollars. Le cas de la Turquie est le point d'interrogation. L'or est mis en gage, mais pas encore perdu. Son retour dépend d'une guerre qui n'est pas terminée. Petite pause. Si vous réalisez que l'or que vous tenez entre vos mains ne peut être mis en gage, gelé ou confisqué par une banque étrangère, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je suis l'historien financier indépendant. Je vous montre l'histoire pour que vous voyiez les schémas avant qu'ils ne se répètent. Numéro 3, Venezuela. L'or a disparu. Le Venezuela est l'exemple à ne pas suivre. Le pays qui a mis son or en gage et ne l'a jamais récupéré. Hugo Chavez a fait un spectacle dramatique en rapatriant 160 tonnes d'or à Caracas en 2011 et 2012. Il le voulait sur le sol vénézuélien, sous contrôle vénézuélien, à l'abri des gouvernements étrangers. Mais l'or que Chavez a laissé à Londres, stocké à la Banque d'Angleterre, est devenu une garantie pour une série d'opérations financières de plus en plus désespérées. En 2015, Citibank a structuré une opération de crédit de 1,6 milliard de dollars garantie par l'or vénézuélien. En 2016, la Deutsche Bank a fourni 750 millions de dollars, prenant 20 tonnes en garantie. Il y a eu des swaps supplémentaires, y compris un accord de 1,7 milliard de dollars avec la Deutsche Bank, utilisant 30 à 40 tonnes, puis l'argent est venu à manquer. Le Venezuela n'a pas pu effectuer les remboursements. Le 4 juin 2019, la Deutsche Bank a confisqué les 20 tonnes du swap échoué. Citibank a pris le contrôle d'environ 1,1 milliard de dollars d'or lorsque le Venezuela a manqué la date limite de rachat. L'or du Venezuela détenu à la Banque d'Angleterre est passé de 99 tonnes en 2011 à environ 14 tonnes en avril 2018. La majeure partie de ce qui restait à l'étranger a été perdue à cause d'échanges swap ratés, puis la situation s'est aggravée sous les sanctions américaines. La Banque d'Angleterre a refusé de restituer l'or restant. Une affaire devant la Haute Cour britannique a suivi en juin 2020. Le juge Sir Nigel Tier a statué que la question de savoir qui pouvait donner des instructions à la Banque d'Angleterre dépendait du gouvernement que la Grande-Bretagne reconnaissait, Nicolas Maduro ou Juan Guaidó. L'or est resté gelé dans un coffre-fort à Londres pendant que les Vénézuéliens souffraient de la faim.
Chavez a rapatrié 160 tonnes pour le protéger des gouvernements étrangers. L'or qu'il avait laissé à Londres a été saisi par des banques étrangères. L'or de Caracas n'a pas pu être monétisé, car aucun négociant réputé ne voulait toucher un métal sous sanction. Venezuela. Voilà ce qui arrive quand on met son or en gage et qu'on ne peut pas le rembourser. L'or ne vous attend pas. Il appartient à celui qui détient le contrat. Maintenant, voyons comment fonctionnent réellement les swaps d'or. Un swap d'or comporte deux parties. Premièrement, la banque centrale vend de l'or physique à une contrepartie, généralement une banque d'investissement, une banque de lingots ou la banque des règlements internationaux. La banque centrale reçoit des devises étrangères. Deuxièmement, un contrat à terme engage l'emprunteur à racheter l'or à un prix légèrement plus élevé à une date future. La différence de prix est le taux d'intérêt implicite. L'or est généralement détenu à la Banque d'Angleterre, le marché de l'or le plus liquide. Les litiges juridiques sont régis par le droit anglais et sont soumis à la Cour d'arbitrage internationale de Londres. L'or reste légalement au bilan de la Banque centrale, même s'il a été physiquement transféré, ce qui est pratique pour l'image politique. Mais si la Banque centrale ne peut pas rembourser, la contrepartie garde l'or. L'image n'a aucune importance. À son apogée, la Banque des règlements internationaux avait environ 552 tonnes d'or en circulation sous forme de swap, soit 552 tonnes d'or souverain stockées dans les coffres d'autres entités appartenant techniquement à l'emprunteur, mais pratiquement au prêteur. La leçon en 3 points. L'Inde a mis son or en gage, a remboursé en quelques mois, a récupéré chaque once et a utilisé la crise pour transformer son économie. L'Inde est un exemple de ce qui se passe quand la mise en gage vous fait gagner du temps, et que vous utilisez ce temps à bon escient. La Turquie a mis son or en gage pour survivre à une crise énergétique causée par une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée. Que la Turquie récupère son or dépendra de la fin de la guerre, avant l'expiration des accords de swap. La Turquie est un exemple de ce qui se passe quand la mise en gage vous fait gagner du temps et que vous ne maîtrisez pas le calendrier. Le Venezuela a mis son or en gage, n'a pas pu rembourser et l'a perdu. Les banques ont gardé le métal, le gouvernement a gardé les reçus, le peuple n'a rien gardé. Le Venezuela est un exemple de ce qui se passe quand vous mettez en gage le seul actif censé vous sauver. Les signes avant-coureurs. En ce moment, les États-Unis viennent d'imposer un blocus naval sur le détroit d'Ormuz. Le pétrole est proche de 100 $. Plusieurs pays sont sous pression financière. Pas seulement la Turquie. Tout pays qui importe la majeure partie de son énergie et détient des réserves d'or est un candidat pour la prochaine transaction de mise en gage. Et chacune de ces transactions prouve la même chose. L'or est la garantie de dernier recours. Les banques n'acceptent pas les actions comme garantie d'urgence. Elles n'acceptent pas l'immobilier. Elles n'acceptent pas les promesses gouvernementales. Elles acceptent l'or parce que l'or est le seul actif dont la valeur survit à une crise. Les personnes qui possèdent de l'or et ne doivent rien à personne sont celles qui sortent indemnes de chaque crise. L'Inde a récupéré son or parce qu'elle a pu rembourser. Le Venezuela a perdu son or parce qu'il n'a pas pu. Le mécanisme ne se soucie pas de vos intentions. Il se soucie de votre capacité à payer. Possédez-le entièrement. N'ayez aucune dette dessus. Détenez-le là où aucune contrepartie ne peut le réclamer. C'est la leçon de chaque transaction de prêt sur gage dans l'histoire souveraine. Le schéma est mathématique, le résultat est inévitable. La seule variable, c'est vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.